m'appelle Jean, je m'occupe de Kima Ventures, qui est le fonds de Xavier Niel. On a un format un peu particulier, parce que contrairement à... On est une espèce de mix entre un fonds d'investissement et un gros business angel. Un gros business angel parce que c'est que l'argent de Xavier, et un fonds d'investissement parce que on est quand même une équipe et on investit un petit peu d'argent. Au total, environ 15 millions d'euros par an sur des tickets de 150 000 euros qu'on fait 100 fois par an, sur tout type de géographie, tout type de secteur, tout stade d'investissement. Et puis, on investit 4, 5, 6 millions d'euros en plus sur des boîtes un peu plus grosses, sur une thèse un peu plus spécifique, et parmi lesquelles il y a eu Zenly, il y a Payfit, Side, IBAN First, Forest Admin et Sourced à Madrid. Aujourd'hui, Kima, c'est 4 personnes, 30 à 50 deals par jour qu'on voit passer. On close un deal tous les 3 jours et on a 600 boîtes dans le portefeuille. Je pense qu'aujourd'hui, on va monter jusqu'à à peu près 1000 boîtes sans avoir besoin de bien faire grossir l'équipe. Tout notre enjeu chez Kima, en fait, juste pour que... c'est un parallèle qui est intéressant. Le métier du venture, c'est un métier par design de fainéant, parce que c'est long terme, parce qu'un investisseur s'occupe de peu de boîtes à la fois, et donc on est très vite entraîné dans une espèce de latence, d'inertie, qui fait que les choses n'avancent pas très vite. Il suffit de les voir, c'est toujours tous les mêmes d'ailleurs aux mêmes événements en start-up, c'est pour dire à quel point ils n'ont rien à faire. Et juste, je vous donne une équation, mais je l'aime bien, elle n'est pas très cool, mais elle est très très vraie. En fait, le boulot d'un investisseur, c'est de lever de l'argent auprès de ce qu'on appelle de LP, de Limited Partners. Ça prend du temps, ça prend 12 à 18 mois, c'est 3 fois plus long que pour une boîte qui cherche à lever de l'argent. Et c'est très douloureux parce que vous devez vendre quelque chose à des gens qui ne comprennent rien, quoi. Parce que les LP, c'est globalement des corporates qui un jour débarquent au COMEX et le COMEX leur dit « Ah, vous savez, il y a un truc qui s'appelle le venture, il faudrait qu'on mette un peu d'argent. » Et les mecs disent « Ouais, c'est bien, ça fait bien dans les rapports et tout, il faudrait faire ça. » Et donc, ils le font par accident plus que par choix. Et donc, ces investisseurs, ils lèvent de l'argent, ils lèvent 100 millions d'euros, ils prennent des management fees garantis pendant 5, 7, 10 ans. Et puis, au milieu du fonds, ils lèvent un deuxième fonds. Et donc, ce deuxième fonds, ils prennent encore des management fees garantis pendant 5, 6, 7 ans. Et puis, finalement, ils se retrouvent au bout de 12 ans avec des management fees garantis. Et si vous donnez des management fees garantis à quelqu'un pendant 12 ans, ce qui se passe, c'est que vous avez la moitié des gens qui deviennent fainéants, ce qui est normal. Hein. Si je prends la moitié des gens ici, je vous donne de l'argent garanti tous les mois, la moitié d'entre vous va juste ne rien foutre après ça. C'est pas grave, hein, c'est tout à fait humain. Le problème quand on fout rien dans un environnement comme venture qui est très changeant, c'est qu'on devient médiocre. Et le problème quand on devient médiocre dans un environnement de pouvoir qui est celui de l'argent, c'est que ça crée beaucoup de mauvais effets et de mauvais comportements. Et puis en plus, le venture, c'est un métier long terme, quoi. On dit toujours aux investisseurs, il faut que vous soyez patient, il faut attendre 7 à 10 ans pour voir le résultat du portefeuille qu'on a. Et donc, en plus, ces gens-là ne rendent pas de compte à leur LP, à part de magnifiques newsletters avec des chiffres de plus-value latente tous les 6 mois. Nous, chez Kima, on a une chance unique. D'abord, c'est que notre seul investisseur, c'est Xavier Niel. Donc, si ça déconne, c'est lui qui décide. Et donc, on ne lui envoie pas de newsletter bullshit en lui racontant des trucs sur des chiffres parce que ça ne l'intéresse pas. On a un rythme d'investissement qui est effréné, et ce qui fait qu'en fait, on est forcé de suivre ce rythme, parce que si on ne le suit pas, on est mort. Et le truc le plus excitant dans tout ça, c'est le nombre de secteurs, de boîtes, qu'on voit passer au quotidien. Et en fait, le plus kiffant dans cet environnement-là, c'est de voir toute cette diversité et de voir les points de convergence entre les boîtes qui réussissent sur des secteurs donnés. Donc moi, il y a 4 trucs qui me font vibrer dans l'investissement, et on va en parler d'un seul en particulier en fait aujourd'hui. C'est la deep tech, tout ce qui est sujet deep tech au sens réel, hein, Sourced par exemple à Madrid, qui fait tout ce qui est intelligence artificielle autour du code, de la programmation. C'est extrêmement technique. C'est très très excitant de voir ça. La difficulté étant que moi, je n'ai pas un background technique, même si je comprends les fondamentaux. Donc c'est s'associer à des gens qui comprennent et avoir un entrepreneur en face de soi qui a l'intelligibilité de vous expliquer les choses, qui a plutôt le talent de vous expliquer les choses avec beaucoup d'intelligibilité. Software as a service. Parce qu'il y a énormément d'opportunités, il y a de très très belles boîtes dans le secteur, je pense à Payfit évidemment, naturellement. Tous les sujets marketplace, et là je pense à Side en particulier. Et puis le dernier que vous connaissez, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, qui est tout ce qui est mobile consumer, et consumer au sens large. Et ça, c'est très excitant parce qu'en France, c'est un sujet qui finalement n'existait pas il y a 5 ans. Alors que c'est drôle parce qu'on a tous les fondamentaux en France pour faire de belles boîtes de consumer, on est techniquement très talentueux. En termes de produits aussi.
Et donc, la seule chose qui manque pour faire du consumer en France, c'est beaucoup d'ambition et beaucoup de capital. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'ambition et beaucoup de capital pour faire du consumer, ça ne marche pas en fait. C'est dégueulasse, hein, mais il faut ça. Alors, d'abord, il faut de l'ambition. Et puis, avant d'aller chercher du capital, il faut aller chercher un minimum de traction. Parce que vous ne donnez pas de capital ici si vous n'êtes pas allé chercher le début de bribe, quelque chose qui fait que ça commence à vibrer, quoi. Contrairement aux US. Les US étant un marché qui est beaucoup plus gros, et donc la capacité à toucher des gens très rapidement, plus fortement, est beaucoup plus rapide, alors que la France met un peu plus de temps. Quoi. Et donc le mobile consumer, il a commencé à émerger il y a quelques années. Là, nous, on a pas mal de boîtes dans notre portefeuille. Donc on a Gabzy, on a Sounds, on a Yellow, on a Zenly. Après, c'est moins... on a Travelbiz. On doit en avoir... je sais pas, une petite dizaine au total. En Allemagne, on a Yodel. Aux US, Xavier est investisseur de Snap. Je sais pas, hier, je suis tombé par hasard sur Askip, il y a 3 jours. Donc d'abord, j'ai découvert un acronyme que je connaissais pas, j'avais un peu honte. Ça, c'est le fait d'avoir plus de 30 ans, je pense. Et donc, on voit beaucoup de boîtes là-dessus. Et la difficulté de toutes ces boîtes-là, c'est que... Et donc, en fait, je me rappelle de Zenly, parce que c'est très amusant. Quand j'ai rencontré les fondateurs de Zenly, c'était en 2013, janvier 2013. Ils étaient 3 dans un petit studio avenue de Friedland. C'est con, ils auraient pu être en banlieue, ça aurait fait mieux dans l'histoire. Et en fait, leur postulat, c'était un postulat de gars sortis d'école de commerce qui t'expliquent que tout ce qui est location sharing, c'est sympa. Donc ils sont allés chercher quelle était la meilleure opportunité autour de ça. Et puis ils se sont dit, bon, en fait, il faut qu'on trouve quelque chose, un hook qui ne soit pas creepy. Le hook qui n'est pas creepy, a priori, c'est que les parents ont besoin de suivre leurs enfants. Donc on va faire une première app qui s'appelle Alertus, sur laquelle les parents vont pouvoir suivre leurs enfants. Et puis à partir de là, on va pouvoir avancer, itérer, etc. Donc le premier écueil, c'est de prendre l'opportunité comme un problème. Donc en fait, eux, ce qu'ils se sont dit, c'est au lieu de dire, je vois une opportunité, et en fait, on va y revenir après, et donc je fonce dans l'opportunité, c'est... Tiens, ça, j'aime bien ce parti cool, il faut que je détecte le problème pour pouvoir remonter la chaîne, comme une boîte classique, quoi, comme un SaaS. Le SaaS, c'est, il y a un problème, il n'a pas été résolu pour telle raison, voici la solution. Je fais une marketplace et je vois des gens qui veulent acheter, des gens qui veulent vendre, je fais un truc au milieu, bim, je règle le problème de la poudre et de l'œuf, je mets tout ça en relation, c'est cool. En deep tech, c'est j'ai un problème, il n'a pas été résolu, j'ai une deep tech qui permet de le résoudre vachement bien. Et en consumer, on se dit, ah ben, il y a un problème, Non, pas du tout en fait. Snap, il n'y a pas de problème. Hein. On ne résout aucun problème avec Snap. On ne fait que saisir une opportunité. C'est la même chose avec Facebook, c'est la même chose avec Tinder, c'est la même chose avec toutes les apps mobile consumer en général. Et donc, c'est tout le piège de ce secteur-là, c'est que tu as un secteur qui, by design, n'est pas comme les boîtes de venture classiques sur lesquelles on s'adresse à un problème. Et donc, en fait, eux, ils ont commencé, comme tout le monde, à se dire ah, on va s'adresser à un problème. C'est comme si Gabzy s'était dit bon, alors maintenant, on peut faire des avatars 3D en réalité augmentée. Bon, alors à quel problème ça répond, quoi, tu vois, tu peux chercher pendant 6 mois, on se rappelle, mais ça va être hyper difficile, en fait, de trouver. Donc, moi, à l'époque, je n'avais pas compris ça, et c'était la première fois que je voyais une boîte mobile consumer en France. Donc, je les ai suivis, je les ai vus itérer, et puis à mesure que j'ai vu Antoine, notamment, bosser beaucoup sur le produit et sur la psychologie utilisateur. À mesure que j'ai entendu des investisseurs comme Peter Fenton parler des boîtes comme Snap, comme Facebook, comme Twitter, comme Zenly, etc. Et à mesure que j'ai vu un peu tout cet écosystème évoluer, je me suis dit qu'il était temps un peu de développer un framework, en tout cas de compréhension de l'opportunité du mobile consumer, pour que lorsqu'on voit une boîte, au lieu de voir un ovni, parce que c'est ce qu'on voit quand on voit une boîte de mobile consumer aujourd'hui, il faut qu'on voit juste un work in progress sur lequel il faut qu'on détermine si les fondamentaux sont là, quoi. Alors les fondamentaux pour une boîte de mobile consumer, ils sont assez simples. Chez moi, c'est un triptyque qui est narrative, primitive, enablers. Donc la narrative, c'est tout le sujet de l'opportunité et tout. C'est là où vous avez le problème pour les boîtes de venture classiques. En mobile consumer, c'est la narrative. La narrative, c'est quel est le comportement profond, durable et authentique que vous allez chercher chez vos utilisateurs. Le problème des boîtes de mobile consumer que vous trouvez aujourd'hui sur l'App Store, elles ont le droit d'exister. Mais est-ce qu'elles vont exister durablement ? C'est beaucoup moins évident et c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Et c'est pour ça que la narrative est importante, parce que la narrative, c'est ce qui vous permet de déterminer si ce sur quoi vous êtes en train de bâtir votre app a de l'avenir, quoi. Et donc ça, c'est essentiel. Vous prenez par exemple Tinder. Tinder, c'est un bon exemple. La narrative de Tinder, c'est l'ego trip.
L'ego trip, c'est un truc, c'est essentiel. Les gens vont vous dire, moi j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant ah je vais faire une nouvelle boîte de dating et tout. Je dis ok c'est quoi? C'est la boîte de dating sur laquelle on fait des vrais matchs avec des vrais gens que vous avez vraiment envie de voir, sur lesquels les affinités sont comme ça et tout. Je dis, mais en fait, non, tu es en train de casser la narrative du dating. Là. La narrative du dating, c'est pas du tout de faire des matchs. Tu vois, c'est pas du tout de trouver l'âme sœur, la narrative du dating. La narrative du dating, c'est l'ego trip. Okay, c'est le besoin permanent de la valorisation de soi vis-à-vis des autres, etc. Cherche pas. Genre, Tinder, la beauté de Tinder, justement, c'est que la narrative durable, c'est l'ego trip. Et donc, le principe du produit pour faire ça, c'est que ça aille vite, quoi, tu vois, et c'est que tu aies tout le temps qu'il y ait tout le temps de l'interaction. Donc c'est hyper dur de vouloir lancer une app de dating en disant que ma narrative, c'est le besoin de trouver l'âme sœur. Ça n'a rien de durable, trouver l'âme sœur, parce qu'une fois qu'il y a trouvé l'âme sœur, c'est fini, quoi, tu vois, la seule chose qui est durable, c'est la relation dans laquelle personne ne se met, quoi. Donc ça y répond pas. Évidemment, je prends un cas extrême. La narrative de Snapchat, et à l'époque, c'est ça qui a fait le carton de Snapchat, c'est le mass BCC. C'est l'absence de mesure de popularité vis-à-vis de votre audience, quoi. Vous savez combien de gens ont vu vos posts, vous savez qui interagit avec vous, mais personne ne sait combien de personnes ont interagi avec vous. Donc vous n'avez pas ce stress de la reconnaissance de vos copains, copines, etc. Et on a tous besoin de ce besoin de reconnaissance privée, perso, secret, intime, qui ne donne pas lieu au jugement des autres, quoi. Prenez la narrative d'un Facebook, c'est le stalking. Okay, il n'y a rien d'autre que le stalking dans Facebook. La narrative d'un Zenly, c'est le stalking aussi. Okay, c'est le 7 fois par jour où tu envoies des textos, t'es où, tu fais quoi? T'es où, tu fais quoi? C'est pas une question curieuse, bienveillante, pleine d'empathie. Okay, c'est du stalking, quoi. Fin de l'histoire. Bon, bah, voilà. Donc, quelle que soit l'application mobile consumer que vous faites, il faut que vous posiez la question de quel est le comportement durable, authentique et profond que vous touchez chez les utilisateurs. Et il y en a plein. Donc le fear of missing out en est un, mais malheureusement, il s'estompe à mesure que les gens grandissent, donc il faut faire attention à ça. L'ego trip est important, donc la reconnaissance des autres. Vous voyez les apps comme Askip ou comme Yodel en Allemagne, c'est des apps, c'est comme Yikyak à l'époque, c'est la narrative, c'est qu'on a tous besoin de s'exprimer sans être reconnus, mais pour échanger des idées, etc. Ça fait partie aussi de l'environnement intime et secret des gens. Et la grosse difficulté, c'est que chaque narrative va apporter son lot de problèmes. Parce que la narrative, c'est quelque chose de très entier chez les gens. Et le problème, comme tout caractère entier, psychologiquement hyper entier, ça a plein de side effects. Et vous le voyez, tu vois, le side effect du stalking sur un Facebook ou un Zenly, c'est le côté creepy, voyeur, popularité, besoin de ça. Le côté creepy de Tinder, c'est que tu te rends compte qu'en fait, en jouant sur cet ego trip, bon, bah, tu fais du dating à un supermarché, quoi. Etc., etc. Et donc il faut faire hyper attention parce que chacune de ces narratives va apporter son lot de edge case sur lesquels il faut jouer. Et si vous regardez Snap, c'est la seule boîte en mobile consumer qui essaye de faire attention à ça, d'éviter de tomber dans le jeu pervers de dire « Oh putain, là j'ai trouvé un truc, oh ça rentre comme dans du beurre, je vais te prendre cette narrative et je vais te l'ouvrir en 2, en 4, je vais rentrer en plein dedans comme un bourrin. » Il faut éviter de faire ça. La beauté d'un Tinder, c'est s'ils avaient justement... Le truc de Tinder, c'est ils ne se sont pas dit « Ah, il faut que je rende les relations un peu moins transactionnelles, mais un peu... que j'essaie de rendre l'expérience un peu meilleure, même si ça nourrit cet ego trip. » Non, les mecs, ils ont rajouté 3 tonnes de premium features pour que les mecs fassent exactement ce qu'ils faisaient, mais en plus. Facebook, c'est l'infinite scrolling, quoi. C'est le feed. Bref, donc il faut essayer de... Si vous voulez faire une vraie boîte qui avance dans la durée en mobile consumer, il faut que vous arriviez à créer un usage qui, à mesure qu'il se développe, à mesure que votre produit se développe, il faut que votre narrative, vous en tiriez parti de la plus belle manière qui soit. Je pense que Snap est un bel exemple là-dessus. Alors c'est dur pour eux parce que derrière, tu as Instagram qui doit dire oh, « copier-coller, hop, au revoir ». Mais par exemple, la dernière vidéo qu'ils ont faite en disant on a séparé le média d'un côté et la vie perso de l'autre, sert exactement à ça, quoi, justement.
et d'éviter de mixer les deux. Ils auraient pu mixer les deux et probablement faire un produit qui marche aussi bien ou mieux ou plus fort qu'un Insta, mais ils essaient de garder ce principe d'authenticité pour éviter de pourrir l'expérience long terme. Donc je pense que ça c'est important. Une fois qu'on a la narrative, il faut qu'on trouve le moyen de l'exprimer. C'est pas suffisant de savoir quels sont les besoins des gens, il faut qu'on trouve le moyen que cette narrative, elle s'exprime. Et c'est là qu'intervient la primitive. La primitive d'un Tinder, c'est le swipe, c'est le match. La primitive d'un Snap, c'est la photo éphémère. La primitive d'un Facebook, c'est le feed. La primitive d'un Zenly, c'est la map. Sur chaque produit, consumer, qui adresse une narrative, il faut une primitive cœur. Et cette primitive, elle est hyper importante parce que c'est la chose sur laquelle vous n'arrêterez jamais, 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 jamais de bosser. Si vous devez faire un trade-off entre développer une feature ou développer votre primitive, 9 fois sur 10, c'est développer la primitive. Et si vous regardez sur Facebook, la seule chose qui change toute la journée, tout le temps, et sur laquelle ils ont bossé tout le temps, c'est le feed. À gauche, à droite, ça fait des années que ça n'a pas changé. La seule chose qui change, c'est le feed. Si vous regardez Snap, la seule chose qui change toute la journée, c'est les filtres, la caméra, comment vous l'utilisez. Sur Zenly, j'étais avec Antoine il n'y a pas longtemps, tout ce qui me montre sur ce qui arrive, c'est toujours autour de la map. Si vous allez sur... Tinder, c'est malheureusement pas un très bon exemple pour ça, mais on voit bien que ça n'a pas changé le principe de matching. Et c'est probablement l'une des grosses erreurs de Twitter d'ailleurs. Si vous regardez Twitter, la primitive d'un Twitter, c'est justement ce feed aussi, et ce feed, il n'a pas changé. Celui là où Facebook a incroyablement bougé, sans même qu'on s'en rende compte, les 5 dernières années, chez Twitter, très peu. Donc vous, votre enjeu, c'est que quelle que soit la primitive que vous avez identifiée qui permet aux gens qui utilisent votre application d'exprimer la narrative, il faut en permanence l'améliorer. Et le gros sujet aussi par rapport à ça, donc si vous regardiez la primitive initiale de Facebook, par exemple, ce n'était pas le feed, c'était le trombi. La primitive, c'était le trombi, puis après ça a évolué avec le feed, et Facebook est vraiment devenu Facebook le jour où le feed est arrivé. Mais donc ce qui est important juste avec cette primitive, c'est qu'elle doit se suffire à elle-même. Donc je sais que c'est difficile d'aller dehors, d'aller donner une app à des gens et leur dire utilisez-la, elle fait juste de la localisation, ou elle fait juste de l'avatar 3D, ou elle fait juste de la photo éphémère, ou elle fait juste un trombi, ou elle fait juste un feed. Mais 100% des boîtes consumer qui ont valu plus d'1 milliard, toutes, sans exception, ont fonctionné jour 1 avec une feature, la primitive, et de manière hyper triviale. Regardez la première version de Snap. C'est le produit le plus dégueu qui existe. C'était, tu prends une photo, tu avais le scroll Apple dégueu, tu prends entre, X, Y secondes, quoi, tu appuies sur envoyer, c'est fini. Vous preniez Facebook, c'était simplissime. Twitter, il y avait même pas, c'était par texto, quoi. Enfin, c'était aberrant. Instagram, ce n'était que du filtre. Il n'y avait pas de feed, il n'y avait pas de following, il n'y avait pas de follower. Tu prenais Instagram, tu ouvrais le truc. Donc la narrative de Instagram, c'est always looks good. Hein. C'est toujours besoin d'avoir, quel que soit ce que tu fais, il faut que ta photo, elle ait l'air cool. La primitive pour faire ça, c'est quoi? C'est les filtres. Instagram, V1, c'est tu prends une photo, tu mets un filtre et tu le partages sur tes réseaux. Et ça a cartonné rien qu'avec ça. Ça s'est fait racheter 1 milliard, je ne suis même pas sûr qu'il y avait à l'époque encore le feed. Il faudrait qu'on regarde. Et donc toutes ces boîtes-là, elles ont cette primitive qui se sont exprimées dès le début et qui ont fait marcher le produit. Donc c'est hyper difficile parce que de temps en temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va sortir un produit, on ne va pas avoir l'adoption immédiate, on va se dire il faut que je sorte des features à côté pour aller créer pour aller créer l'usage, alors que donc parfois ça peut être vrai, mais rappelez-vous que toutes les plus belles boîtes ne sont pas passées par là. Elles sont passées par l'amélioration ou par une primitive qui fonctionnait. Donc regardez si soit votre primitive s'exprime mal, soit la qualité de cette primitive n'est pas bonne, soit je ne sais quoi. Prenez l'exemple de Zenly, c'était hyper intéressant parce que Zenly, Alertus ne marchait pas bien. Et Alertus ne marchait pas bien, pourquoi? Parce qu'en fait, le problème du real-time location sharing, c'est que ça s'arrêtait un peu de manière intempestive. On avait du mal à réactiver la localisation, c'était pas toujours précis, etc. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bossé, et puis ça a niqué la batterie. Et ils ont bossé pendant des mois sur cette problématique de localisation real-time, précise, et qui tue pas la batterie.
Et ils ont sorti Zenly, c'était, je sais plus, février 2015. Donc c'était la bêta. Elle était sur le store, personne ne connaissait. À mesure donc elle était sur le store, et puis 6 mois plus tard, il y avait 10 000 daily active users. Alors ça paraît rien, hein, 10 000 daily active users, sauf que ces daily active users, c'était des gens qui, en fait, à chaque fois qu'un utilisateur commençait à utiliser Zenly, ne repartaient jamais. Et plus ça allait, et plus la courbe de nouveaux inscrits tous les jours augmentait, avec une rétention toujours aussi bonne. Sur quoi? Sur une app sur laquelle il n'y avait rien. Il y avait un point bleu qui était ta localisation, et le point des quelques personnes que tu avais comme amis, avec juste l'adresse de là où ils sont et leur batterie. C'est tout. Quand ils avaient des problèmes de qualité sur la localisation, chute des nouveaux inscrits, chute des daily active users. La qualité de la primitive fait tout sur Zenly. C'est dingue les impacts de stats qu'on a constatés quand on est la qualité de la localisation, du partage de localisation se dégrader. Et bien ça, c'est dingue de se rendre compte de ça, et c'est dingue de se rendre compte à quel point il faut avoir une primitive qui non seulement se suffit elle-même, mais dont la qualité permet à la narrative de s'exprimer de la manière la plus exceptionnelle possible. Donc il faut bosser cette fluidité. Par exemple, l'enjeu de Gabzy aujourd'hui, c'est pas de créer un univers virtuel extraordinaire autour de ces avatars, c'est que lorsque les gens ouvrent Gabzy, chopent leur avatar, il faut que l'expérience immédiate autour de ça soit exceptionnelle, quoi. Et c'est ça qu'on cherche. C'est la réaction immédiate. Et c'est marrant parce que la narrative, c'est quelque chose de profond, durable, authentique. Pourtant, la manière pourtant, quand elle s'exprime au travers de la primitive, les gens sont impatients, extrêmement exigeants. Il faut que ça marche, quoi. Donc, une fois que votre narrative s'est exprimé avec la primitive, tout l'enjeu derrière, c'est de travailler la suite. La suite, elle sert à quoi? Elle sert à intensifier l'expression de la narrative sur le long terme. Et elle sert aussi à créer des boucles toutes bêtes de croissance et de viralité. C'est con, mais à un moment donné, l'utilisateur, il faut quand même jouer avec. Et ça fait pas le succès de ces boîtes-là, mais en tout cas, ça fait leur démarrage, quoi. Vous prenez TBH, Yellow, Sands, etc. Ces gens-là, ils se sont dit, putain, je peux aller piggyback sur Snapchat pour aller chercher mes premiers 10 000, 100 000 utilisateurs, hop, je crée quelque chose, quoi. Et donc, l'un des enablers de TBH ou de Yellow, c'est de partager son profil, ou d'un Askip, c'est de partager son profil sur ses autres réseaux sociaux pour aller chercher des utilisateurs. De temps en temps, il faut de manière un peu dirty aller trouver les enablers qui vont permettre d'aller chercher la grosse et la viralité, ne serait-ce que pour voir comment est-ce que votre primitive se comporte sur une base d'utilisateurs donnée un peu conséquente, quoi. Donc les enablers, c'est toutes les features qui permettent d'améliorer l'expérience autour de la primitive. Donc vraiment, le modèle consumer, enfin chez nous, comme on le voit, c'est narratif, c'est la toile d'araignée, c'est tout le cercle, la primitive au centre qui est le cœur de la toile, et les enablers qui sont tous les petits points qui vont se relier à la narrative et entre eux pour amplifier l'impact de la narrative. Et souvent, ce qu'on a quand on fait du mobile consumer, c'est qu'on se retrouve un peu le cul entre deux chaises en se disant « Putain, j'ai plein de features que j'ai envie de faire qui sont bien, mais je ne sais pas par laquelle commencer. » J'en ai une, elle va plutôt servir à la croissance, l'autre, elle va plutôt servir à la viralité, l'autre, je ne sais pas quel impact, etc. Il faut que vous soyez sûr que... Enfin, en fait, le choix, il est très simple. Les enablers, les features que vous devez développer, elles doivent toujours servir à l'amplification de la primitive. L'une des features qui marche le plus chez Zenly aujourd'hui, c'est le profil, avec le temps passé avec les gens qui sont proches de vous. Pourquoi? Parce que dans la narrative qui est le stalking, et la primitive étant la map, c'est où sont les gens, avec qui et qu'est-ce qu'ils font. Donc le profil, en fait, naturellement, même s'il est caché à droite, les gens passent leur temps dessus pour voir avec qui ils ont été, combien de temps. Vous avez donc ces streaks, vous savez combien de temps vous avez passé avec chacun. Donc là, par exemple, je regarde justement sur Zenly. Je sais que ça fait 45 jours de suite donc j'ai un streak 45 jours de suite que je suis avec ma femme. Voilà. Bon, c'est facile, hein, ça. Mais... Et donc vous avez BFF, Party Animal, Lunchpal, Mutual Love,
etc., etc., etc. Et donc là, vous avez toute la mesure de gens, et tous les gens que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Tu vois, long time aussi. Firmin, ça fait 15 jours. Guylain, ça fait 15 jours. Benjamin, ça fait 15 jours. Pierre, ça fait 17 jours. Pat, ça fait 19 jours, etc., etc. Et donc le but, c'est de recréer, c'est vraiment d'amplifier la primitive pour pouvoir amplifier l'usage. Donc c'est un peu ça le piège aussi, c'est que malheureusement, dans le consumer, votre enjeu, c'est que les gens ne puissent plus se passer de votre produit. Le seul moyen qu'ils puissent plus se passer de votre produit, c'est qu'ils l'utilisent de plus en plus et qu'à chaque fois qu'ils y aillent, il y a quelque chose qu'ils aient à trouver qui les fasse vibrer, quoi. Et c'est un peu le piège, hein. C'est pour ça que Snapchat, Facebook, Tinder, Instagram, etc., si vous ouvrez l'app et que vous n'avez pas quelque chose de nouveau qui s'affiche, vous êtes mort. Et c'est un des gros enjeux de Zenly, et c'est là-dessus aussi que bosse beaucoup Antoine en ce moment. C'est comment est-ce que tout Zenly et le contexte que tu découvres immédiatement est un contexte qui va t'exciter, qui va te plaire, qui va te pousser à revenir sur l'app pour voir ce qui se passe de nouveau plus tard. On appelle ça l'infinite scrolling, hein, c'est le principe de Facebook. À chaque fois que vous ouvrez Facebook, c'est jamais le même contenu qui est en haut, hein. Et c'est pour ça que les gens ils passent des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. C'est pour ça que les stories marchent très très bien. Parce que les stories permettent d'avoir du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur de l'Insta ou sur du Snapchat. Un autre truc qu'on a remarqué et qui fait la qualité des entrepreneurs qu'on a en mobile consumer, et qui fait probablement l'échec de certains autres qu'on a vus, c'est la réserve des fondateurs qui sont à la tête de ces boîtes-là. Donc d'abord, 100% des fondateurs qui sont à la tête de ces boîtes-là sont des product guys. Okay. Et ensuite, tous ces gens-là sont tous assez discrets. Et ils sont assez discrets, et qu'est-ce que ça dénote? C'est pas qu'ils sont timides, etc., mais ça dénote que cette discrétion fait qu'ils sont toujours très à l'écoute, très observateurs, toujours très attention à ce qui se passe autour d'eux. Et c'est cette écoute qui leur permet de faire les bons choix instinctifs qui vont leur permettre de développer correctement leurs produits. Et ça, c'est un peu le côté magique du mobile consumer. C'est que, comme dans tout beau métier, les meilleurs choix se font par intuition. Et l'intuition, on a l'impression que c'est quelque chose de magique, d'inné, etc. Alors qu'en fait, c'est que la conséquence du résultat d'une excellente observation qui a pris du temps et qui a maturé, et dont vous n'êtes pas rendu compte, mais qui à un moment donné fait que vous avez des espèces d'éclairs de génie. Moi, à chaque fois que je vais chez Zenly et qu'Antoine me montre ce sur quoi ils sont en train de bosser, je sors de là et je me dis, mais putain, mais tellement fort, quoi. Et en fait, on se rend compte que tout ça, c'est le nurturing du temps passé à comprendre à la fois les utilisateurs, d'un point de vue psychologique, la data, et vers quoi on veut aller. Donc c'est vraiment les trois choses importantes. La data, elle est hyper intéressante parce qu'elle vous permet de voir là où ça bloque, là où ça marche pas. Parfois, il y a des apps qui ne marchent pas alors qu'en fait, c'est que l'onboarding qui déconne. La data, elle fait ressortir plein de choses qu'on ne verrait jamais juste en regardant le produit. Les tests utilisateurs, évidemment aussi. Et puis, il faut créer une espèce de self-fulfilling prophecy. Il faut que vous ayez une idée du futur vers lequel vous voulez avancer parce qu'on ne peut pas avancer qu'à vue quand on fait une mobile consumer app. Il faut savoir un peu le sens long terme vers lequel on va et c'est pour ça que la narrative est importante. Et donc, on regarde toutes les boîtes mobile consumer sous ce prisme-là, quoi. Quel est le besoin profond, durable, authentique que vous essayez de toucher? Comment? Donc, avec quelle primitive? Et ensuite, on regarde un peu la tête de la roadmap en termes de clarté, d'exécution, de vision, de réflexion par rapport à ça pour voir si c'est malin, pertinent, bien pensé, si c'est une espèce de petite touche de génie dans les entrepreneurs qu'on croise, quoi. Et je vais donner un contre-exemple qui assez... Et en fait, il y a plein de contre-exemples, mais je vais vous donner un en particulier. Vous voyez Sounds? Sounds.am, ça vous permet Donc, le principe de Sounds au démarrage, c'était que vous prenez une musique, vous la mettez sous un fond et vous le partagez là sur Instagram, Snap, etc. C'était partager des extraits musicaux de 15 secondes avec vos amis. Parce qu'on a plein de musiques qu'on aime bien et pour les partager, en fait, en public, avec son réseau, c'est assez compliqué. À part de prendre son lien pour Spotify et de le mettre sur un Facebook, quoi. Mais si vous voulez le partager sur Instagram, qui est un des médias les plus utilisés par les millennials, alors que Facebook l'est plus, vous ne pouvez pas. Donc ça, c'était la thèse de Sounds au démarrage. Donc Sounds, on commençait avec ça. C'était vous preniez l'album de l'artiste, vous mettiez l'extrait de 15 secondes, vous publiez sur Instagram, vous aviez le petit patch Sounds App, résultat, les gens ils téléchargeaient l'app, et puis utilisaient de plus en plus, et ils partageaient de plus en plus. Donc ça, c'était génial parce que c'était une boucle de viralité excellente. La problématique de la boucle de viralité, c'est qu'elle est super parce qu'elle fait son job,
mais elle nourrit pas la narrative. En fait, il n'y a pas de narrative dans le fait de partager la musique avec des copains. La seule chose, c'est que la narrative de Sands au démarrage, c'est de se dire l'expérience musicale. En fait, il faut qu'on apporte à l'expérience musicale de streaming le même kiff que celui du live, quoi. C'est quelque chose qui se partage. Donc il faut qu'on trouve un moyen de faire partager ça. Et le problème du partage sur un Instagram, etc., c'est que c'est génial pour faire de la growth, mais ça n'a rien de durable. Et ça, c'était un peu chiant. Donc ils ont commencé par faire de la croissance. Après, au moment où ils ont fait de la croissance, le produit, malheureusement, il ne suivait pas, quoi. Donc ils ont commencé à faire beaucoup de produits, donc beaucoup de features, et itérer tout le temps une nouvelle version, tous les 15 jours. Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'en fait, je sais plus, de la feature, ça ne suffisait pas, parce qu'en fait, toujours et encore, on n'avait toujours pas craqué l'usage primitif qui permettait d'actionner quelque chose de durable chez l'utilisateur. Et donc là, maintenant, ils ont commencé depuis quelques mois, et on voit dans le produit, à bosser sur la psychologie de l'utilisateur. Et donc eux, ils ont fait le chemin inverse, quoi. Ils ont fait growth, product, et ensuite consumer. Alors qu'elle en réalité, généralement, on fait consumer, product, growth. Mais pour Sands, c'était le seul moyen de percer dans une industrie qui est horriblement difficile, qui est une industrie de la musique dans laquelle les coûts d'entrée sont élevés, c'est Spotify que vous avez en face, etc. Sands, c'est une boîte qui est rentable aujourd'hui, hein. C'est des mecs qui font plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, hein, sur du streaming musical, ce qui est assez dingue, qui fait de la croissance, mais qui a cette grosse difficulté de lorsque vous prenez votre développement du mauvais bout pour retrouver, enfin pour aller récupérer cette liability, ça met énormément de temps, quoi. C'est hyper dur. Si c'était à refaire, peut-être que ce serait refait différemment. Et il y a une boîte là, qui est à Station F, par exemple, c'est la même chose. Prenez l'exemple de Mapster. Mapster a commencé comme un tool. Mapster, c'est un tool pour que le tool devienne un objet social, mais ça va être hyper difficile. Et moi, au départ, je me rappelle quand je voyais... Et donc Stupéflix, pareil. La boîte qui a été vendue à GoPro. Quand j'avais vu Nicolas Steinman à l'époque, je lui ai dit « Ah, mais tu sais, en fait, mobile consumer, c'est très simple. Tu commences avec une utility, tu transformes ça en commodity, et puis après, tu en fais un réseau social, quoi. Tu vois, c'est tout con. Donc, la utility de la map, c'est location sharing. La commodity, c'est l'ouvrir tous les jours parce que tu as besoin de savoir où sont les gens, etc. Et puis, l'aspect social, c'est juste de rajouter du social. Alors qu'en fait, pas du tout. Si vous voulez faire une app sociale, il faut qu'elle le soit par design, dans son environnement, dans la manière dont vous le créez, etc. Partir du tool en disant je vais aller du tool au social, c'est une vue de l'esprit. C'est un chemin qui est hyper compliqué à prendre. Parce que vos utilisateurs, quand ils ont vu le tool, ils ont vu le tool. Point final. Et même vous, dans la manière où vous développez votre produit, vous n'avez pas la clarté de vision et d'exécution qui fait que votre produit, il exprime correctement cet aspect social. Parce que vous vous êtes dit, ah ben non, on va d'abord faire un tool, parce qu'un tool, c'est facile à spreader, c'est facile à donner, c'est facile à utiliser. Puis une fois qu'il sera utilisé, bon, il suffit juste de rajouter following, follower, etc. Ça va, quoi. C'est ce que je croyais, moi. C'est comme ça que j'avais dessiné ce framework utility, commodity, community. Et en fait, pas du tout, parce que le principe d'Instagram, c'est que la photo, en fait, elle est sociale par défaut, quoi, par design, par définition. Donc de toute manière, elle est sociale. Donc en fait, ça n'a jamais été une utility. À l'inverse, si tu regardes un Stupéflix, la difficulté de Stupéflix, c'était que comme un Mindy à l'époque, ou d'autres boîtes ou un Flipagram, créer ces photos prend du temps, quoi. Et donc comme tu as pris du temps, etc., ça ne devient pas une foule. Alors que le social, ça ne doit pas être compliqué, tu vois. C'est comme si tu mettais, une personne là, et un bodyguard au milieu, quoi. Tu vois, il faut que tu pètes la gueule au bodyguard pour parler à la personne en face. Ça ne marche pas, quoi. Bon, là, c'est pareil. Donc c'était hyper intéressant. Moi, j'avais développé ce framework en me disant, putain, c'est génial. En fait, c'est ça une boîte consumer app, quoi. C'est utility, commodity, community. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est une vue de l'esprit complète. Donc bonjour, Momar, je suis fondateur d'une appli qui s'appelle Skill Lake. Donc moi, ma question, comment ça s'appelle Skill Lake. Okay. SKI2LAKE. Ok. Donc ma question, c'est de savoir quelle est la narrative de WeChat. Alors, c'est marrant parce que
t'as les US et l'Europe qui se ressemblent beaucoup en termes de comportement individu. Et à côté, tu as la Chine, sur laquelle tout est bundlé dans WeChat, Line, etc. Avant que WhatsApp devienne un WeChat-like, c'est pas demain la veille. Je pense que c'est principalement un sujet là pour le coup, de culture. Quand on parle de mobile consumer app, par exemple, je parle pas de WhatsApp, de Telegram ou de choses comme ça. Et donc je vois pas WeChat comme une mobile consumer app. Donc on est plus sur une app qui a une communauté avec des gens qui interagissent, quoi, et qui se suivent. Je sais pas, pour moi c'est l'OS, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un ouvre son téléphone, en fait, la seule chose qu'il utilise c'est WeChat. Tu vois. Tu regardes le nombre de temps qu'ils passent dessus, à mon avis, ils passent leur vie là-dessus, quoi, pas ailleurs. C'est comme si aujourd'hui tu ouvrais ton iPhone et que c'était WhatsApp qui s'ouvrait par défaut, quoi. Et que sur WhatsApp, tu avais ton Amazon, ton Facebook et ton je sais pas quoi. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un shift complet culturel dans lequel l'application est devenue l'OS, quoi. Voilà. Sur les primitifs que tu vois, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont radicalement différents de ce qui existe déjà, ou alors c'est plutôt justement ceux qui ont quand même une similarité et que les gens peuvent comprendre à partir de ce qu'ils ont déjà essayé. Je pense que ça n'a pas d'importance, vraiment. Tant que ça fait le job en full screen de répondre à la narrative, c'est bon. Après, tu vois, tu en as des majeurs. Pourquoi est-ce qu'on a backé Zany à l'époque? C'est parce qu'on pense qu'il y a une place pour la map dans le premier écran du téléphone, quoi. Comme il y a une place pour l'appareil photo que Snap essaye de prendre, comme il y a une place, comme la place qu'essaye de prendre, que prend WhatsApp ou Telegram sur le chat, comme la place que prend Facebook, etc. Tu as des gros items du quotidien qui sont, sur lesquels il y a des places à prendre, quoi. Et donc la map, c'est énorme. Il y a encore énormément de choses à faire en plus là-dessus. Donc c'était assez cool. Donc après, quels sont les derniers trucs quels sont les prochains trucs à prendre? Je sais pas. La musique, c'est un bon plan. Tu vois, est-ce que tu peux aller détrôner Spotify en créant une expérience sociale bien meilleure, malgré le fait que leurs algos de recommandation sont devenus meilleurs avec le temps? Est-ce que tu peux détrôner tu peux détrôner la vidéo, même si c'est ce qu'essaie de faire Facebook et Snap, qui essaie de prendre le pas sur la vidéo pour gagner, mais tu as potentiellement une app vidéo leader à créer, que ce soit nationalement ou internationalement. Tu vois, en France, chez les millennials, il y a Vertical qui essaie de faire ça. Donc tu as des gros items comme ça sur lesquels il y a des places à prendre sur le home screen, qui sont assez intéressantes. Dans le gaming, il y a un truc que mes enfants utilisent et que je trouve ça assez génial, qui s'appelle Roblox. Roblox, c'est tu te crées un avatar et avec cet avatar, tu peux jouer à plein de jeux. Et ils adorent ça parce que tu joues à plein de jeux, mais tu cumules des points qui sont valables pour tous les jeux, et puis tu te bastonnes avec des gens et tout, et c'est génial. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui, le gaming, c'est ton Clash of Clans, c'est des gros items existants, mais il y a probablement un réseau social un peu plus global à créer autour de ça. C'est ce que c'est de faire Tribe en ce moment. Tribe essaie de mixer le chat avec le gaming. Moi, je pense que juste faire du gaming multiplayer, multijeu, déjà aurait énormément de valeur. Et donc, tu essayes de bundler un usage que les gens ont au quotidien qui est énorme et de faire l'app qui va rester sur le home screen en permanence. Moi, c'est une question assez ouverte, hein. C'est juste pour avoir un peu ton avis sur TBH et le succès de l'appli. Ils ont clairement trouvé une narrative qui est ultra forte, un usage qui est ultra puissant. Maintenant, quelle est selon toi un peu quelle aurait été la solution pour eux pour rester justement au top de la trend et que les gens l'utilisent même 2 ans après, etc. Est-ce que tu as un avis sur TBH? Donc TBH, c'est To Be Honest. D'ailleurs, il faut regarder sur l'App Store s'il n'y a pas un mec qui a créé un PEH, pour être honnête, tu vois. Ou je sais pas quoi, différent comme la skip. Mais en fait, le principe de TBH, c'est que vous posez une question, vous demandez l'avis aux gens qui peuvent répondre. Ils peuvent répondre anonymement, ils peuvent aussi répondre avec leur profil, non? Ou c'est purement anonyme? Là, je crois que c'est purement anonyme. Purement anonyme. Mais donc, juste la narrative de TBH, c'est la même que celle d'un Yodel, c'est la même que celle d'un Yikyak au démarrage. C'est le besoin de s'exprimer sans se mettre en avant et sans être jugé. Et la grosse difficulté de ça, et ça a été le cas sur Yikyak, c'est comment est-ce que tu évites des comportements de haters, de bullies, le cas à la secrète, quoi, l'enfer.
Donc là, il y a un enjeu numéro 1 là-dessus. Et ensuite, sur TBH, qu'est-ce qui fait que ça aurait pu continuer sur le long terme? Attends, mais je pensais à un truc quand tu me posais la question en plus là-dessus. C'est exactement à ça que je pensais. L'enjeu de toute mobile consumer app, quelle qu'elle soit, c'est de stocker de la valeur. Si en tant qu'utilisateur, à chaque fois que vous arrivez sur une application, vous ne sentez pas que votre profil s'est enrichi, en fait, vous n'avez pas l'impression d'avancer. Si vous n'avez pas l'impression d'avancer, vous allez tuer l'app, quoi. C'est ce que j'appelle ça l'effet wow, pas pour wow, genre wow, mais pour l'effet World of Warcraft, quoi. Une fois que tu es dedans, quoi. Donc, le principe, c'est le plus rapidement, c'est sur les cas de Facebook, Instagram, Twitter, Zenly, etc. C'est dès que le mec il a 10 copains, c'est fini, quoi. Il est dedans, il bouge plus. Ton jeu, c'est comment est-ce que tu amènes de 0 à 10 le plus vite possible. Et quand vous vous inscrivez sur Twitter et que vous suivez personne, vous recevez une newsletter régulière en disant « Hey, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui a dit ça, va le suivre. » Là, c'est pareil. Sur un TBH, l'enjeu, c'est comment est-ce que tu stores de la value et pas de la... Et le problème tu vois, par exemple, tu regardes un Snap, les filtres changent en permanence. Et tu es obligé d'avoir ce renouvellement de filtres, sinon les gens vont se faire chier, quoi. Et bien, sur un TBH, c'est comment est-ce que tu vas créer un renouvellement dans l'usage qui fait que les gens vont revenir et rester en permanence, etc. Et donc, il y a vraiment il y a un gros enjeu là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, peut-être que c'est c'est probablement un des sujets aussi de Twitter. C'est de ne pas avoir su utiliser le contenu existant, les trends, pour que les gens rebondissent dessus, quoi. Il y a un côté un peu flat, quoi. Il manque un peu de dynamique. Que Snap n'a pas, que Facebook n'a pas par design, parce que Facebook, c'est toujours interactif. Donc, il n'y a jamais de froid. Que Zenly n'a pas encore totalement. Voilà, ouais. Mais sur un Instagram, par exemple, il n'y a pas ce problème-là. Donc, je sais pas. Mais sur un TBH, c'est comment est-ce que tu stores de la value et que à mesure que tu la stockes, elle te donne envie de revenir, quoi. Parce qu'il y a un phénomène un peu... une fois que tu as assouvi ton besoin de discuter anonymement ou de donner ton avis sur 2-3 trucs, est-ce que c'est un truc que tu as envie de faire tous les jours? Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit suffisamment fort pour être suffisant. Et là, à Skip, ils ont sorti une nouvelle feature, par exemple, ils ont sorti une nouvelle version, elle est pourrie, je sais pas ce qu'ils ont foutu. M'énerve. Il faut qu'on les voit, mais et là, pareil, tu vois l'équipe qui... T'as avancé par intuition, à mon avis, l'intuition, c'est cool, hein, mais il faut juste un petit peu... il faut commencer à préparer son schéma de pensée pour que ton intuition prenne la bonne voie, quoi. Moi, j'avais une question, Jean. C'est les narratifs dont tu parles, l'ego trip, le stalking, la reconnaissance des autres, etc. Est-ce que c'est toujours social, une narrative? Tu n'ouvres pas une app sociale s'il n'y a pas d'interaction avec les gens, quoi. Même si elle est pas... Alors, attends, après, tu as un enjeu dans tous les aspects sociaux, c'est le 90-10, quoi. Tu as 90% des gens qui regardent, 10% des gens qui participent. Donc, il suffit que tu n'aies que 10% des gens qui aient besoin de participer et 90% qui regardent pour que ça suffise, tu vois. Et un vertical qui fait de la vidéo, donc qui développe tout ça, enfin, qui fait ses propres contenus. Les gens, tu as 10% des gens qui vont commenter et 90% des gens qui ne vont que regarder, quoi. Donc, pas nécessairement, mais en tout cas, il faut que tu aies ce côté échange, interaction, faire partie de quelque chose. Tu vois, Lively, c'est un très bon exemple. Hein, et Lively, tu as quelqu'un qui parle, qui chatte et tout, tu as 1000 personnes dans la room, tu en as 100 qui commentent et tu en as 900 qui ne font que regarder, quoi. Et donc, l'expérience, elle n'est sociale que pour 10% de la communauté, mais pour 100%, il y a quand même l'interaction. Cool.